L214, donc nous sommes très honorés d'avoir été invités à ce colloque sur la sensibilité, qui est un thème qui nous est cher. L214 oblige. Et un merci tout particulier donc, à Aloïse pour l'invitation. Peut-être que vous avez, comme moi, déjà entendu des objections courantes, fréquentes, à la perspective que les animaux puissent se voir accorder des droits. Parmi les arguments qu'on entend fréquemment, il y a l'idée que les animaux ne sauraient être sujets de droit parce qu'ils n'ont pas la raison, ils ne sont pas rationnels, parce qu'ils n'ont pas le langage, parce qu'ils ne sauraient pas avoir de devoir en retour, donc la question de la réciprocité des droits et des devoirs, parce qu'ils n'ont pas de conscience. Alors, assurément, on peut faire tout un tas de réponses à ces objections. Une réponse qui est, bon, peut-être un peu facile, mais un peu valable quand même, c'est la réponse que les animaux ont déjà des droits. Une poule, par exemple, dans l'Union européenne, a droit à 750 cm² d'espace de vie. Bon, clairement, c'est pas beaucoup, mais il y a des régions du monde où elles n'ont même pas ce minimum. Et elle a droit à cette surface parce que c'est une poule et parce que l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne enjoint les États membres à tenir pleinement compte du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. En France, cette poule, elle a le droit également d'être placée par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Vous reconnaissez, j'imagine, les termes de l'article L214-1 du Code rural, qui est l'article sur lequel, auquel l'association L214 a fait référence en fait à sa création. Et c'est un article qui est un article parmi de nombreux articles d'une vaste loi du 10 juillet 1976 qui contient 43 articles réunis dans 6 chapitres, qui est une loi qui est très intéressante, très importante dans le droit animalier en France et qui, au départ, ne devait concerner les animaux qu'indirectement à travers la conservation des espèces uniquement. Et c'est le rapporteur de la loi, le député Roland Nungesser, qui a décidé, qui a choisi d'introduire des dispositions favorables à l'animal en tant qu'individu, en s'appuyant notamment sur les travaux d'un groupe de travail qui avait déposé des propositions quelques années auparavant, un groupe de travail à l'Assemblée nationale sous la direction de Jacqueline Tom-Patnôtre, qui était députée et aussi, à cette époque-là, présidente de la SPA. Et donc c'est depuis cette vaste loi du 10 juillet 1976 que, par exemple, l'abandon d'un animal de compagnie est un délit. C'est depuis cette loi aussi que les associations de protection animale peuvent se porter partie civile dans des cas de maltraitance animale. Et il y a donc ce fameux... c'est l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976, mais qui a été codifié sous le nom de l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Une phrase un peu compliquée pour dire que lorsqu'on est responsable d'un animal, alors on doit lui garantir des conditions de vie qui correspondent à ses besoins. Et je vais isoler 3 aspects en fait sur cet article qui me paraissent intéressants. D'abord, alors jusqu'à preuve du contraire, j'en ai discuté avec plusieurs spécialistes en droit animalier, mais il semble bien que ce soit la première fois en fait que la France soit le premier pays au monde à avoir reconnu la sensibilité des animaux dans son arsenal juridique. Deuxième aspect, la notion, l'article renvoie à la sensibilité des animaux et introduit un lien de cause à effet. Il y a une articulation qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans le Code civil, dans l'article 515-14, qui est juste une affirmation, les animaux sont les êtres vivants doués de sensibilité, alors que dans l'article L214, excusez-moi, j'ai une tendresse particulière pour cet article. Il y a une articulation entre la reconnaissance de la sensibilité des animaux et l'impératif de protection qui est dû aux animaux pour cette raison.
C'est-à-dire que c'est parce que les animaux sont sensibles qu'il incombe à ceux qui en détiennent de leur garantir des conditions de vie qui correspondent à leurs besoins. Et troisièmement, c'est cette notion d'être sensible qui est vraiment intéressante. C'est pas la sensibilité de... Enfin, il y a deux mots, en fait. Il y a la sensibilité et il y a être sensible. C'est-à-dire que ce micro est sensible, mais il n'y a personne dans ce micro qui fait l'expérience de ce que c'est que d'être un micro, de ce que c'est que cette sensibilité. Et la notion d'être sensible renvoie donc à un sujet, à un individu, donc qui est le sujet de ces sensations, qui ressent comme nous ce qui lui arrive, et qui fait l'expérience sensible du monde et de lui-même. Et cette question de la sensibilité animale et des implications morales de cette sensibilité, alors elle est contemporaine, elle est aussi très ancienne. On peut remonter à la Grèce antique, par exemple. Chez Aristote, on trouve cette idée dont je parlais au début, que les animaux ne peuvent pas, enfin, ne sont pas... On n'a pas à avoir de considération pour les animaux parce qu'ils sont dépourvus de raison. Et parmi ses propres disciples, il y a un jeune disciple qui s'appelle Théophraste, qui prendra la suite de l'école de philosophie d'Aristote, qui s'appelle le lycée, qu'il va diriger pendant plusieurs dizaines d'années. Et Théophraste n'est pas d'accord. Déjà, lui trouve que les animaux raisonnent. Et puis, surtout, pour lui, ce n'est pas la question. Il déclare que les animaux, les principes de leur corps sont par nature les mêmes que nous, sous le rapport des appétits, des mouvements de colère, ils ont des humeurs, des raisonnements, dit-il, et surtout, et c'est ça qui compte, des sensations. Alors, on fait souvent référence à des auteurs anglo-saxons en éthique animale, mais en France, on a toute une littérature philosophique passionnante et inédite, qui date surtout du XVIIe et XVIIIe siècle, en réaction à la théorie, vous connaissez ça, hein, la théorie de l'animal-machine, de René Descartes. Rapidement, pour René Descartes, le langage est le support de la pensée. Les animaux n'ont pas de langage, donc ils n'ont pas de pensée, donc ils n'ont pas d'âme, donc ils n'ont pas de subjectivité, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments, donc ce sont des automates. Et en réaction à cette théorie, il va y avoir tout un tas de textes intéressants. Parmi ceux que personnellement j'aime beaucoup, il y a cette formule d'Étienne Bonneau de Condillac dans son traité des animaux, qui dit qu'il est impossible de concevoir que le mécanisme seul puisse régler l'action des animaux. Il y a plus autre chose dans les bêtes que du mouvement. Ce ne sont pas des automates purs, elles sentent, que si elles sentent comme nous. Quelques dizaines d'années plus tard, Voltaire va tenser ce qu'il appelle les machinistes, donc Descartes et Malebranche à sa suite. « Réponds-moi, machiniste, dit-il. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas? A-t-il des nerfs pour rester impassible ?» Un petit peu plus tard encore, Jean-Jacques Rousseau va s'interroger aussi sur plutôt la nature de la considération qu'on se doit entre nous, entre humains. Et il va noter que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être rationnel que parce qu'il est un être sensible. Et ma citation préférée, c'est celle d'un philosophe britannique, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jeremy Bentham, qui vient d'une petite note de bas de page de son introduction au principe de la morale et de la législation, qui date de 1789. C'est une date qui est intéressante pour nous, en France, même si lui, évidemment, n'a pas connu la Révolution, mais c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Bentham, de l'autre côté de la Manche, réfléchit de son côté aussi à cette notion de droit universel. Et il se demande, si on doit donner des droits à chaque être humain, sur quoi est-ce qu'on le fonde? Est-ce qu'on le fonde sur l'origine sociale, géographique, la race, le genre, l'âge, quoi? Et à un moment donné, dans sa réflexion, il se dit que... Donc, il retient la sensibilité comme critère fondamental, et il se dit que peut-être, dans les sociétés du futur, d'ici 200 ou 300 ans, les sociétés du futur accorderont des droits aux animaux, parce que la question qu'il faut se poser à leur sujet est la même que celle qu'il faut se poser pour nous. La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir?
Et pour Bentham, si un individu, humain ou non humain, peut souffrir, alors nous avons une responsabilité dans les différentes relations que nous entretenons avec eux. Alors, depuis l'article 214-1 de 1976, il y a eu l'article, ce qu'on a appelé l'amendement de Lavagny en 2015, donc devenu l'article 515-14 du Code civil. Vous connaissez peut-être la formulation. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Point. Et il y a une deuxième phrase. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est-à-dire que dans le même mouvement, dans le même texte, le droit reconnaît à la fois la sensibilité des animaux comme une évidence scientifique et en même temps permet que les utilisations économiques qui les contraignent, qui leur nuisent, voire même qui leur coûtent la vie, puissent se perpétuer. Donc on a une contradiction là qui est quand même extrêmement forte. Et donc l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de ce colloque, c'est de faire de la sensibilité un thème majeur. Parce que quand on aura assumé collectivement que les animaux ressentent, comme nous, qu'ils vibrent, qu'ils souffrent, qu'ils espèrent, quand les acrobaties mentales qui nous permettent jusqu'ici de l'ignorer seront devenues indéfendables, alors on se retrouvera devant la vaste responsabilité devant laquelle nous met le fait que les animaux ressentent. Merci beaucoup.